Il y a plusieurs matins où je me réveillais, j'étais épuisée. Je lisais des livres de développement personnel, je faisais de la visualisation, je passais à l'action, mais je me réveillais, j'étais quand même épuisée. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais de la motivation. J'avais énormément de motivation. Aujourd'hui, je vais te parler de la santé mentale. Je vais te parler de l'épuisement. Est-ce que la santé mentale nuit au développement personnel? Moi, je te dis que la santé mentale est le pendant du développement personnel et que l'un ne va pas sans l'autre. Bienvenue dans ton épisode de podcast si tout est facile et cohérent. Et si ta vie devient plus facile et plus cohérente? Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves. À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. J'avais tellement peur de mon ombre. Je me souviens il y a longtemps quand j'ai commencé à étudier les déterminants de la santé et je voyais tout le bagage de vulnérabilité que j'avais. Je voyais également qu'est-ce qui faisait que j'avais de l'impact. En fait, aujourd'hui, je vais t'amener sur la santé mentale, le développement personnel. Pour moi, guérir est super important. Guérir de nos traumas. Je suis pas professionnelle de la santé, puis j'utilise pas le terme guérir dans le sens que je vais utiliser des médicaments et que je vais utiliser la science médecine pour le faire. Mais, à mon sens, quand tu vis des traumas, quand tu vis des enjeux dans ta vie, tu as besoin d'aller guérir la plaie à l'intérieur de toi, le traumatisme. Et c'est ce qui va faire que le développement personnel peut t'aider à te propulser plus loin, mais si tu ne prends pas soin de ta santé mentale au départ, il n'y a rien qui va se passer. En fait, on va parler souvent de croyances limitantes, on va parler souvent de faire nos routines, on va parler souvent de développement personnel, de coaching. Moi, dans la vie, j'ai le goût de te parler de santé mentale. Je suis une préventionniste de cœur. Quand je travaillais, dans le fond, dans les écoles, dans les milieux hospitaliers, dans les cliniques, on travaillait sur les saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, c'est quoi? C'est la gestion du stress, la gestion de l'énergie, de l'alimentation. C'est la gestion de le sommeil, sans quoi, si tu n'as pas de sommeil, tu ne seras pas concentré, tu ne seras pas de bonne humeur, puis ça n'avancera pas dans ta vie. Moi, dans le fond, si tu regardes les éléments de développement personnel, on va te parler du sommeil, on va te parler de l'alimentation, on va te parler de la gestion du stress. Pour moi, l'anxiété, le limite paranoïa, je dirais, parce que qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'était quelque chose qui revenait tellement souvent. J'avais peur du jugement des autres. J'avais tellement de stress en lien avec ça. Mais comment j'ai désamorcé ça? C'est vraiment en allant travailler sur la confiance que j'avais. Sur ma confiance à moi. Le développement personnel travaille sur les mêmes enjeux, travaille sur les habitudes de vie, mais tu ne peux pas faire de développement personnel si tu n'as pas au préalable travaillé sur ta santé mentale. De l'anxiété, j'en vivais à côté. J'avais une peur bleue du changement de routine. J'avais peur de déplaire si je demandais des congés. Comment les autres allaient juger le fait que je demande des congés. C'était hyper stressant, hyper problématique. Puis j'avais de la misère à me regarder dans le miroir pour me dire des qualités.
Aujourd'hui, je suis conférencière, je fais des formations en entreprise, je suis entrepreneur, je suis auteur, j'ai mis ma face sur un livre. Puis ça a l'air que c'est étonnant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui vont faire ça. Petit aparté, mais j'ai mis mon visage sur ce livre-là et c'est un cheminement. À l'âge de 16 ans, ma santé mentale était martelée par l'intimidation, était martelée par le stress. Est-ce que je suis à la hauteur? De un, j'étais toujours rejetée. Et ça a entraîné, comme je dis, un peu des pensées paranoïaques. Pas parce que je suis paranoïaque, mais vraiment, qu'est-ce que les autres vont penser? C'était quelque chose qui revenait tellement souvent. Pour moi, la santé mentale et le développement personnel sont dépendants. Pour travailler sur les troubles anxieux, pour travailler sur les troubles dépressifs, pour travailler sur beaucoup de maladies ou de santé mentale, on va aller travailler sur la base. La base qui est dors bien, mange bien, bouge. Un peu, là. Commence par bouger un peu. Parle-en aux gens qui vont pouvoir t'aider et travaille sur toi. C'est la même chose. Moi, je pense que les déterminants de la santé que j'ai désamorcés à force de résilience, à force de croire, partent toutes à la base des mêmes choses. Quand je regarde les livres de développement personnel, puis qu'on va parler d'exercice, on va parler de promotion, prévention des saines habitudes de vie, c'est ce que je parlais énormément dans mes accompagnements, dans les suivis avec mes patients, parce que si on ne parle pas du corps, on ne peut pas parler de la tête. Puis si on parle de la tête sans parler du corps, il n'y a rien qui communique entre les deux. Si tu as toujours des mauvaises habitudes, puis que ça l'empêche que tu dormes bien, puis ça l'empêche le fait que tu sois bien entouré, ça va avoir un impact d'emblée sur le développement personnel. J'amène ça parce que on nomme pas souvent que les entrepreneurs ont des enjeux de santé, des enjeux d'anxiété. Le stress majeur fait partie des choses qu'un entrepreneur va vivre. Les stress au niveau de la santé financière, on ne se rend pas compte à quel point la santé mentale financière, le fait de ne pas avoir d'aide, de se sentir isolé, font partie, oui, du développement personnel, mais font partie de la santé mentale. Combien de fois on va nommer le fait qu'un entrepreneur se sent seul dans son entreprise, qui a des poids sur ses épaules pour les salaires de ses employés, parce que si ses employés ne mangent pas, qui n'ont pas de salaire, c'est les familles en arrière qui vont en souffrir, puis que c'est les enfants. Les entrepreneurs sont les gens, nos piliers de nos industries, de nos écoles. C'est eux qui financent les activités sportives de nos jeunes. Et je voulais parler de santé mentale, d'anxiété, de pendant. Moi, j'ai toujours été une préventionniste. J'ai toujours aimé travailler sur être bien dans son corps, bien dans sa peau. Bien dans sa tête, bien dans sa peau, c'est ça. Je me suis trompée dans la citation, mais le fait d'avoir ancré ça à l'âge enfant, puis je le martelais aussi dans les écoles, ça l'a aussi amené une conscience. La solitude est quelque chose de très difficile à gérer des fois en affaires parce que tu veux pas te faire voler tes idées. Tu veux pas non plus avoir l'impression de te plaindre que tu as des enjeux, des défis. Je suis sûre que tu es en train d'écouter ce podcast-là et tu te dis, OK, il y a toujours des enjeux, des défis, puis j'ai l'impression de les gérer tout seul. J'ai toujours un stress financier parce que j'arrive pas à avoir le financement nécessaire. Tu sais, quand j'ai acheté la maison, puis le duplex, puis que j'ai vécu des enjeux majeurs, je suis pas devenue inspectrice en bâtiment.
je suis devenue infirmière en promotion, prévention de la santé mentale des gens sur leur bâtiment. Moi, je faisais la santé du bâtiment sur la santé des gens. Parce que je savais qu'à quel point, quand on interrelie la santé, ben, il y a l'environnement qui a un impact majeur sur la vie des gens. Il y a, est-ce qu'ils vont bien dormir, ces gens-là, si il y a des mauvais accompagnements, puis qu'ils se ramassent dans le trou financier parce qu'on se ramasse en litige immobilier, parce qu'on se ramasse avec des honoraires d'avocats qui ne sont pas prévus, parce qu'on se ramasse avec un changement de salaire. En fait, c'est toutes des histoires que j'ai vécues. Une chance que j'avais les revenus du duplex parce que mon salaire, à ce moment-là, était sous le seuil de la pauvreté. J'ai souvent été un peu sur le bord de la faillite, pas parce que je faisais pas d'efforts en entrepreneuriat, mais bel et bien parce que les enjeux immobiliers que je vivais m'empêchaient de vivre ma vie. En contrepartie, ben, j'aurais pu virer dans une grosse dépression, puis tout ça. J'avais quand même des bonnes bases. J'avais toujours de la motivation. J'avais toujours... moi, je me suis toujours servi de ce que je vivais comme un tremplin. Mais j'ai toujours fait du développement personnel depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'ai commencé à sourire à 15 ans. J'ai commencé à me battre. J'ai commencé à me battre psychologiquement avec moi-même, là. On s'entend? Parce que je me suis regardée dans le miroir un jour et j'ai commencé à me sourire et à me dire que j'étais bonne, j'étais belle, j'étais fine, j'étais capable. Ça a l'air banal, là. Mais quand t'es même pas capable de te regarder dans les yeux à toi de toi, va te dire que quand tu commences à essayer de te dire ça, ben, t'as un syndrome d'imposteur fois 1000. T'es qui, toi, pour croire en toi? T'es qui, toi, pour accepter de t'accepter sans le jugement des autres? En général, on va avoir un manque d'amour-propre qui va nous pousser à vivre de l'anxiété. Le fait d'avoir ancré dans une routine des habitudes peut provoquer chez l'entrepreneur des fois de l'épuisement parce qu'on est obligé de le sortir de sa routine. Moi, je pense que c'est vraiment un pendant que si on regarde dans le DSM-4, il doit y avoir un DSM-5 maintenant, puis qu'on regarde comment pallier au stress, aux troubles de personnalité limite, la psychothérapie va aller travailler énormément sur les causes, va aller regarder les blessures d'enfance, mais le développement personnel le fait aussi. Pourquoi je répète toujours les mêmes patterns dans ma vie? Mais souvent, c'est parce que j'ai des traumas en arrière qui ne sont pas désamorcés. Moi, j'amène beaucoup de confiance. J'amène les gens à se regarder autrement, à regarder leur chemin parcouru, puis à regarder les outils qu'ils ont déjà dans leur sac à dos. La santé mentale fait le pendant du développement personnel. Moi, je pense que les deux vont ensemble. Mais aujourd'hui, je voulais faire un podcast sur ça parce que les entrepreneurs, les professionnels vivent du stress. Il y a des jeunes qui ne savent pas où se mettre dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas leurs valeurs, ils ne savent pas comment prendre soin d'eux. On leur a seulement appris à être devant les réseaux sociaux. Mais pourtant, quand tu discutes avec ces gens-là, ben, tu es capable de voir qu'ils vivent du stress, qu'ils manquent de la confiance. Et il y a des gens qui vont le virer en narcissisme. Le fait d'avoir besoin de performer, ça peut devenir narcissique. Le narcissisme, c'est souvent lié à l'ego. C'est souvent de dire « je suis plus fort que tout le monde ». Des fois, on n'a pas le choix pour avancer, de dire « ben, je suis bon là-dedans, puis je suis capable d'y aller », alors que c'est des comportements... C'est pas nécessairement qu'on a le trouble, c'est qu'on a besoin de courage pour avancer.
quand j'ai transféré dans un milieu typiquement masculin, puis que j'avais des enjeux, des épreuves, des roues carrées, ben, j'avais pas le choix d'avoir ce guts un peu d'ego qui me poussait à dire que j'allais offrir le meilleur service puis que j'allais vouloir être là pour les gens. Moi, je pense que si on regarde la promotion-prévention de la santé, ce que je faisais avant, c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant, la promotion-prévention pour la résistance aux enjeux, aux changements. Je vais amener la santé globale, je vais amener les stress, le réseau de contact, le réseau de soutien. Je ne l'amènerai pas en évaluation clinique. Je vais l'amener différemment. Je ne guéris pas des maladies, mais je vais te permettre de prendre conscience de ton bagage et de t'en servir comme un outil. Fait que moi, je suis pas une psychiatre, psychothérapeute, je suis plus infirmière, mais j'ai un bagage d'approche motivationnelle qui me permet d'aider mes gens, qui me permet aussi d'aller dans l'évaluation, dans l'analyse pour qu'on puisse propulser les projets. Parce que souvent, nous, on a des idées toutes faites, on va imposer des idées aux gens, mais les meilleures réponses viennent de l'introspection, viennent aussi du chemin parcouru. Apprendre à faire confiance aux gens, mais c'est apprendre à se faire confiance avant tout. Si tu as vécu des abus, de la violence, tu as été traumatisé par des gens, le fait de réapprendre à faire confiance peut être un brin de folie, peut être aussi audacieux, mais ça peut être aussi du développement personnel. Quand j'ai été au Costa Rica, j'allais là pour pousser la philosophie si tout est facile et cohérent à un autre niveau. Donc, dans Si tout est facile et cohérent, je vous parlais de synchronicité. Et quand j'ai été au Costa Rica, j'y allais vraiment pour réapprendre à faire confiance à mon intuition, mais réapprendre à faire confiance aux autres. Et si tout est facile et cohérent, je vais avoir les bonnes personnes à la bonne place au bon moment et je vais être en sécurité. C'est ce que j'ai provoqué. J'ai provoqué de la sécurité, j'ai provoqué les bonnes personnes aux bonnes places au bon moment, mais j'ai vécu des situations plutôt déstabilisantes qui vont jouer avec les émotions. En fait, ce que je trouve sain, c'est de vivre des émotions, de les nommer, de dire que tu peux vivre la tristesse, que tu peux vivre un flou. Des fois, j'entends des gens dire, ben, tes traumas, laisse-les en arrière, prends ton sac puis mets-les loin. J'aime pas cette image-là parce qu'elle ne me parle pas. Moi, j'ai pris mon sac, j'ai pris mes traumas, je les ai regardés comme si je les regardais à travers un film. J'ai vécu mes émotions sur le moment et après ça, je me suis comme détachée des émotions puis j'ai regardé avec curiosité l'événement. C'est comme ça que je regarde mes peurs également. Au lieu d'être en confrontation, être en lutte, je vais détacher mon émotion puis je vais regarder avec curiosité. Et quand j'amène les gens en visualisation de leur trauma, souvent je les plonge en méditation profonde, en hypnose, et on va regarder d'un point de vue observateur ce qu'ils ont pu tirer comme apprentissage. Le trauma, c'est la santé mentale, c'est les stresseurs, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est le fait d'avoir eu un trouble d'adaptation, c'est les neurotransmetteurs qui fonctionnaient peut-être pas bien à ce moment-là. Mais on a oublié de contrebalancer avec l'émotion positive qui en ressort. Qu'est-ce qu'on a appris? Comment on peut le regarder différemment? Comment on peut le regarder avec curiosité? Est-ce que la personne qui nous a fait du mal avait conscience de ses agissements ou la personne qui nous a fait du mal en était pas conscient? On a tous des blessures, on a tous des chapeaux à porter, puis je trouve que l'empathie est hyper importante, l'écoute. Mais tout ce qu'on va travailler dans le développement personnel se retrouve dans la santé mentale. Moi, j'amène les gens à
réaliser qu'ils ont vécu des traumas, à les regarder autrement. Je ferai pas l'analyse des causes passées, puis, mais je vais faire l'analyse de comment tu peux le transcender, par exemple. C'est comme le pendant qui manque un peu, je trouve, des fois dans la psychothérapie ou comment on peut... Une travailleuse sociale me disait qu'elle utilisait la position de super-héros pour donner confiance aux enfants dans ses accompagnements de travailleurs sociaux de santé mentale. On utilise la position de super-héros dans le développement personnel, dans les journées de mindset. Parce qu'on se sent puissant, on a confiance, on va défoncer des limites. Mais est-ce que cette position de super-héros-là, en santé mentale, pour un jeune qui est anxieux, qui se fait intimider puis qui pleure dans les toilettes, est différente que la position de super-héros d'un entrepreneur dans une journée de mindset qui est là pour aller chercher de la performance, pour aller chercher de l'énergie, pour foncer vers ses nouveaux objectifs? Je sais pas pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est sensiblement la même chose. Je pense qu'il y a une belle continuité. Le fait de faire de la prévention sur la santé mentale, si tu as des troubles anxieux, si tu as des traumas, si tu as de la peur, tu sais, des phobies. Moi, j'ai des phobies. J'ai les phobies des serpents. J'ai regardé le serpent, au lieu de le regarder avec peur, anxiété, comme je faisais toujours avant, j'ai regardé un serpent et une couleuvre avec curiosité par la suite. Au lieu de détourner le regard, j'ai été capable de regarder la tête du serpent qui m'horripile normalement. Je suis réputée pour avoir du courage, pour être audacieuse, mais c'est pas venu du fait que j'ai toujours été courageuse, audacieuse. Ça vient du fait que maintenant, je me sers de mes outils que j'ai puisés dans la santé mentale. La fille qui n'avait pas confiance, que j'y ai donné de la confiance, que j'ai toujours ancré les saines habitudes de vie, de bien dormir, de bien manger, de m'entretenir, de gérer mon stress. À ça, c'est ajouter des outils de croissance personnelle, de regarder dans le miroir, de parler en avant du public. Pour moi, le fait d'amener ces outils-là, ça m'a amené à la femme qui voyage seule, qui va conduire dans d'autres pays, qui va travailler la résistance au changement dans les organisations parce que je vais aller trouver le besoin puis je vais aller l'analyser en arrière. J'ai pas peur d'aller voir ce qui se passe, de poser des questions. Puis souvent, c'est les gens qui vont me donner leurs réponses. Moi, j'ai pas besoin, je suis pas une grande analyste, mais je suis une grande poseuse de questions. Je suis une grande analyste et une grande poseuse de questions. Mais j'amène ça parce que la saine alimentation, on va en parler dans le développement personnel. Les gens hautement performants vont en parler. Mais je pense qu'il faut axer aussi sur le pendant, le début. Si vous voyez des gens anxieux, des gens qui sont tout seuls, qui s'isolent, des fois c'est l'ego qui parle, ben des fois ça vaut la peine de regarder avec ces gens-là comment on peut les aider, comment on peut intégrer différemment des outils. Parce que on est la santé, le bien-être de notre avenir. Que ce soit autant pour les professionnels, les entrepreneurs, mais si on ne travaille pas sur la prémisse, l'amorce, l'avenir de nos jeunes, l'avenir de nos entreprises, l'avenir de notre communauté, l'avenir de notre planète, si on n'a aucune conscience des autres, comment on peut avoir de la conscience et comment on peut avoir des relations, comment on peut bâtir quelque chose de durable. Fait que oui, des fois, ça implique de laisser aller des gens toxiques, mais ces gens toxiques-là ont leurs propres blessures. Oui, ça l'amène de faire des choix, ça l'amène de faire des deuils. Mais les deuils, c'est sain de le vivre. C'est pas sain de le garder en dedans. Puis, dans le fond, un deuil en développement personnel, c'est de voir le souvenir que la personne
ou que l'événement va nous amener, un deuil pathologique devient un problème de santé mentale parce que là, il y a de la colère, il y a du déni qui reste au fond et que la personne s'empêche d'avancer. Moi, si c'était moi, je travaillerais sur le deuil au quotidien pour amener des façons de voir différentes. Ben, je le fais déjà, mais je trouve ça important d'amener que le deuil, ça fait partie du développement personnel, ça fait partie de ce qu'on va vivre comme entrepreneur, comme professionnel, quand on rate une opportunité d'affaires, quand on manque la vente de notre entreprise, quand elle ne grandit pas comme on voudrait. C'est tous des deuils qu'on va faire face. Mais c'est comment qu'on va les gérer. Fait que souvent, les entrepreneurs ou les professionnels qui passent pas à travers, c'est des gens qui n'avaient pas travaillé en amont sur leur santé mentale. Pour moi, c'est ce qui est primordial. C'est une façon de voir les choses. C'est pas un jugement, c'est pas de guérir. Je suis pas médecin. Mais aujourd'hui, je t'invite à regarder ta santé. Je t'invite à regarder ta santé globale. Que ce soit ton stress, ton anxiété, tes traumas, tes deuils. Pose-toi les questions. Où est-ce que je travaille en développement personnel et que j'ai négligé en amont ma santé mentale? Où est-ce que ma santé mentale aurait besoin d'attention pour que je puisse passer à un autre niveau dans ma vie? Pose-toi les questions en boucle, va conduire, laisse aller les questions. Moi, je pense que c'est un pendant, c'est une continuité, c'est une nécessité de travailler les deux. Je peux pas dire que j'ai jamais travaillé les deux en même temps. Au contraire, moi, c'est d'emblée que je vais faire santé mentale et développement personnel. C'est d'emblée que je vais analyser autant ma santé mentale que mon développement personnel. Et c'est autant dans l'analyse que je vais aller chercher les réponses à vos questions. Quand je fais de l'évaluation organisationnelle, de la résistance au changement ou des transitions, je vais aller te les poser, ces questions-là. Où est-ce que tu as négligé ta santé, puis qu'est-ce que tu aimerais qu'elle ressemble? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme opportunité dans ta vie? Qu'est-ce qui te bloque? Et souvent, on va faire un pendant avec du stress, de l'anxiété, puis on va travailler sur des outils de confiance. Donc, pose-toi les questions. Où est-ce que tu voudrais que ta santé soit globale? Où est-ce que tu as oublié de prendre soin de ta santé mentale? Qu'est-ce qui pourrait te permettre de te propulser? Sur ça, je vais te revoir dans un autre épisode du podcast. Si tout est facile et cohérent. Si tout est facile et cohérent, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un alignement entre qui tu es et qui tu veux vraiment être. L'inaction crée la confusion, l'alignement crée la fluidité. Ici, on explore ensemble comment transformer les périodes de transition en opportunités claires et inspirantes. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, on avance vers plus de clarté, plus de sens, plus d'impact. À très vite pour un prochain épisode.